Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour cet atelier. L'ère de l'automatisation, création de contenu à grande échelle. Je vais me présenter et vous présenter aussi Johan, qui nous accompagne, qui est responsable commercial chez Incremis. Quant à moi, je m'appelle Iban Touché, je suis le CEO et le fondateur. Alors, par rapport à Incremis, on commercialise deux solutions. Une première solution qui s'appelle Incremis, qui est une plateforme SEO 360, qu'on a fondée en 2014 et donc il y a 10 ans. Et une nouvelle solution Spark Neo de création de contenu à grande échelle, qu'on a lancée il y a 2 ans, en 2022. L'ordre du jour. D'abord, on va avoir 3 parties. L'IA entre mythe et réalité. Deuxièmement, l'IA, c'est sa data. Et pour finir, l'automatisation à grande échelle avec une démo que Johan va faire pour vous. Alors, l'IA entre mythe et réalité. Comment sont construits les moteurs d'IA? En fait, l'approche, elle est connue. On imagine une grosse machine avec quelques milliards de paramètres. Et cette machine, en fait, on l'a entraînée à prendre un texte en entrée pour qu'elle devine le bout de mot le plus plausible qui suit ce début de texte. C'est ça qui a été fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on construit une machine en faisant ça? Il y a des implications qui sont directes. Il y en a 4 principales. Tout d'abord, la machine est dépendante à 100% de sa donnée d'entraînement. C'est-à-dire que si je prends un moteur LLM et que je l'entraîne avec des textes démocratiques, il va toujours vous générer des textes qui vont vanter la démocratie. Mais si je prends ce même moteur et que je l'entraîne avec des textes dictatoriaux, il va toujours vous générer des textes qui vont vanter la dictature. D'accord ? Deuxièmement, il n'y a absolument aucune compréhension des textes qui sont générés. Vous allez le voir tout à l'heure, on va montrer le fonctionnement de ces moteurs. On est bien sur une génération de petits bouts de mots les uns à la suite des autres. Troisième implication importante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de représentation du monde pour cette machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les différents sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, n'est pas implémenté dans l'entraînement. On est simplement entraîné sur des textes. La machine n'a jamais touché quelque chose pour se brûler, pour se dire, bon, ça brûle, je ne touche pas. Donc en fait, il faut bien comprendre que comprendre le monde avec simplement de la lecture de texte, c'est très difficile. Et pour finir, je rappelle que ces technologies n'ont pas été faites pour faire des raisonnements, n'ont aucun sens critique, et on va faire face à beaucoup de hasard. Pourquoi? Parce que si je commence un début de phrase et que je demande à chacun d'entre vous de me dire le mot qui suit le début de ma phrase, on ne va pas être d'accord parce qu'on n'aura pas tous la même intuition, et donc naturellement, il y aura beaucoup de hasard. Pour rendre les choses très concrètes, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo qui date de 2022, un petit peu avant le lancement de Spark Neo, sur lequel on montre comment fonctionnent véritablement les moteurs. On est donc dans l'interface de l'époque de OpenAI, et vous voyez, il y avait un petit paramètre Show Probabilities en bas à droite. Donc on va simplement activer ce paramètre qui va permettre de montrer les probabilités des petits bouts de mots les uns à la suite des autres. Donc on lançait une commande, liste-moi 10 activités touristiques à Paris. La machine va se mettre à sortir un résultat. Et en fait, on voit qu'il y a un code couleur pour chacun des bouts de mots. On va voir qu'en fait, le moteur d'IA a commencé par vise, parce qu'il avait 70% de commencer par ce token. Donc il fait un vise avec 70%. Ensuite, il se dit, je fais quoi? Visite, visiter, IT, 75, 25, il part sur visite. Ensuite, il se dit, je fais quoi? Du 2, 35, 32, il ne sait pas trop, il part sur du, en fait. Ensuite, CH, muse, château, musée, CH, château, etc., etc. Donc, quand vous lisez dans son intégralité la phrase, ça a un sens, mais n'oubliez pas que lui, le moteur, il a travaillé petit bout de mot par petit bout de mot, c'est son entraînement, c'est comme ça qu'on a construit cette machine. Alors, l'IA, c'est sa data. Je cherchais récemment à acheter un petit objet qui s'appelle un répéteur Wi-Fi. Ça permet, vous savez, vous le mettez dans votre prise électrique, ça réplique le réseau Wi-Fi dans toute votre maison. Et je suis tombé sur cette page Amazon. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais savoir si certains parmi vous trouvent quelque chose de très étonnant dans cette page produit Amazon. Et je vous laisse regarder un petit peu et on en parle. Est-ce que quelque chose vous étonne? On n'a pas trop de temps. Un petit indice, l'enfer est dans le détail. Bon, ceux qui ont déjà vu la presse savent, mais il n'y a rien qui vous étonne, non? Pardon? Et voilà, 400 grammes de riz.
Et oui, en fait, ce répéteur Wi-Fi, c'est formidable parce qu'en plus, il fait cocotte minute pour toute la famille et il vous permet de faire du riz pour 6 personnes. Donc, que va-t-il se passer, en fait, si je prends le moteur le plus intelligent d'OpenAI, le 4O, que je mets les attributs produits d'Amazon, tels qu'ils sont listés avec les normes Wi-Fi et compagnie, et aussi un petit peu de cocotte minute en bas, quoi. Et je lui demande de me générer une description pour ce produit. Pas de problème. GPT-4o va vous dire c'est le meilleur choix parfait pour répéter votre Wi-Fi dans toute la maison. Et puis bonus-malus, il va vous faire le riz pour 6 personnes. N'oubliez pas qu'on n'est pas face à de l'intelligence, mais bien des machines de construction de tokens. D'accord ? Alors face à cette situation, la réponse est souvent de dire le problème, c'est qu'en fait, la donnée était fausse. Et en fait, c'est un problème auquel je voudrais qu'on réfléchisse maintenant. Est-ce que toute donnée a une valeur ? Je vais essayer de vous amener très rapidement à un retour d'expérience de un peu plus de 2 ans de Spark Neo et donc de création de contenu avec de la data. En fait, on a identifié 3 grandes familles de valeurs. La première famille, je vais vous la donner, c'est la plus simple, ce qu'on appelle la donnée absolue. Bon, ben voilà, attribut produit, CRM. Si je suis de couleur blanche, je suis blanc, et si je suis né en 1980, je suis pas né en l'an 2000. Donc ça, c'est la première famille de données, ça a une valeur, je ne vais pas challenger ça. Par contre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent réfléchir à une deuxième famille de données pour laquelle déjà, au niveau de la valeur, il faut faire un petit peu plus attention? Est-ce que vous avez une idée? Encore une fois, je ne vais pas pouvoir laisser très longtemps. Deuxième famille de données qui ne soit pas de la data absolue. Il a dit relative, ce n'était pas tout à fait ça. Données consommateurs, c'est pas tant, non, c'est pas tant là où je veux vous amener. Pas d'idée? Deuxième famille, la donnée temporelle. La donnée temporelle, c'est quoi? C'est déjà une donnée qui a une valeur mais qui change dans le temps. Alors on peut penser à l'actualité, à la connaissance de la science qui évolue tous les jours, mais dans le cadre d'un business, votre offre évolue, votre service évolue, votre catalogue produit évolue, etc. Et donc, dans le cas d'une société, vous pouvez avoir 2 fichiers qui parlent de la même chose, mais un est obsolète par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc, données absolues, ça a une valeur, on ne challenge pas. Données temporelles, déjà, il faut faire un peu attention. Si vous prenez le fichier qui est plus à jour, ben, vous allez générer de n'importe quoi. Est-ce que donc maintenant, il y en a un parmi vous qui est capable d'identifier la 3e famille de données qui est omniprésente dans toute organisation et qui, elle, bien évidemment, n'a absolument pas de valeur? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée? Non? Pas d'idée? On avance. En fait, la 3e grande famille de data, c'est la data subjective. La data subjective, c'est la data qui a autant de valeur que de collaborateurs dans votre société. Je vais prendre un exemple très simple. Si je demande les meilleures activités à Paris, est-ce qu'il y a une valeur pour cet attribut des meilleures activités à Paris? Ben non. Dans une société, de manière générale, tout document qui a été créé par un collaborateur est subjectif. Donc il peut tout à fait y avoir, par exemple, le business a dit de faire ça, le marketing, du coup, il a dit, on nous a demandé de faire ça, on va faire ça, et puis l'opérationnel, derrière, il a fait ce qu'il a pu, il a fait ça. Et donc il y a 3 documents qui en fait parlent du même sujet, mais qui ne sont pas en fait alignés les uns avec les autres, ils sont très subjectifs. D'accord? Donc il y a vraiment 3 grandes familles de données. Que se passe-t-il si on met de la mauvaise donnée en entrée dans le moteur? On l'a vu tout à l'heure. Data absolue, c'est l'histoire du répéteur Wi-Fi avec la cocotte minute. On est dedans immédiatement. La donnée temporelle, ça va être la même chose. Si vous mettez en entrée une data de 2022, vous êtes dedans aussi. Et pour la donnée subjective, c'est encore plus compliqué. Parce que bien sûr, si les activités, vous mettez Londres au lieu de Paris, on va avoir un problème de base. Mais surtout, en data subjective, un texte qui a une donnée juste pourrait être rejeté par le client. Parce que ce n'est pas comme ça que la personne aurait vu ce texte, même si factuellement c'est vrai. Donc, face à cette difficulté de la data, on met en place des stratégies de données. Donc, stratégie de données, par exemple, en data absolue, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. On va prendre plusieurs sources de données et on peut, par exemple, utiliser la cohérence entre toutes ces données. En data temporelle, on peut prendre, bien sûr, des sources de données en temps réel. Et pour la data subjective, attention,
La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'améliorer le brief, préciser beaucoup plus ce que vous attendez. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, Amazon, un peu de tech et de la cocotte minute. J'ajoute la photo du produit. J'ajoute peut-être de l'attribut constructeur. Attendez, si le zapper veut bien zapper. D'accord ? Et dans ce cas-là, dans ce contexte, si on demande à l'IA de générer une description, alors on va s'en tirer. Mais j'ai dû mettre en place une stratégie de données pour maîtriser tout ça. D'accord ? Automatisation à grande échelle. Donc, troisième partie, on va aller très vite sur la démo. D'abord, je voudrais peut-être juste donner du contexte, c'est que le module d'automatisation qui va vous être présenté est une demande de nos propres clients qui utilisaient notre IA générative pour faire des textes unitaires et qui nous ont donc demandé maintenant de faire des textes à l'échelle. Parce qu'on fait des textes en fonction de la data, vous l'avez compris, du ton de voix et du brief. Donc, par exemple, positionnement local, fiche produit, etc., ou voire même des campagnes promotionnelles. Le fonctionnement. D'abord, on va faire ce qu'on appelle un brief d'IA, c'est un cas d'usage, par exemple une fiche produit. Voilà, on va mettre un template, ce qu'est une fiche produit. À partir de là, on va définir la stratégie de données à utiliser pour générer ces textes, donc en étant sûr qu'on va mettre de la data qui sera pertinente pour générer ces textes. Et pour finir, on va donc faire des projets à chaud. Donc vous avez une rentrée, je ne sais pas, de 1000 produits par exemple en janvier. Vous faites un projet janvier, vous choisissez votre template de page produit et vous envoyez les 1000 attributs de votre CRM, de votre PIM, pardon, et vous générez comme ça 1000 pages produits d'un coup, dans toutes les langues. Petit zoom sur les stratégies de données. On a commencé par ce qui nous avait été demandé du CSV et de l'API pour lire le catalogue produit, vous le CRM, les attributs. Ensuite, on nous a demandé d'aller prendre de la donnée à chaud externe, donc du scrapping à chaud d'URL pour, par exemple, du fournisseur, voilà, du page web fournisseur, pour aller extraire les attributs depuis la page web parce qu'il n'est pas présent dans les PIM. Et là, pour finir, la dernière évolution, ça a été aussi de nous demander de prendre en source de données les fichiers fournisseurs, des PDF, des machins. Si vous revendez aux e-commerçants, vendez des tondeuses, je dis n'importe quoi, vous avez parfois des fichiers et aussi de l'extraction d'images. Donc tout ça est disponible aujourd'hui. Je vais passer la main à Johan au niveau de la démo. Génération de page catégorie avec plutôt du CSV, de la page produit avec un scrapping à chaud d'URL et encore de la page produit avec d'autres stratégies de données type fichier. D'accord ? Bonjour à tous. On m'entend bien? C'est bon? Pas trop fort? Génial. Donc on va démarrer la démonstration. Ok, merci beaucoup Johan pour la démo. Je vais donc finir cette présentation. Alors au niveau des cas d'usage, je voulais simplement clarifier qu'en effet là on s'est beaucoup focalisé sur du SEO. La réalité c'est que la technologie qu'on a fonctionne très bien pour faire du CRM ou du média. C'est simplement la capacité à générer des textes en fonction d'un brief, d'un tone of voice, vraiment d'un positionnement de marque et de la donnée du client. En dehors de l'interface que vous avez vue, qui sont sur des cas très classiques où les clients sont vraiment en autonomie, on fait aussi du hors norme, des projets sur mesure. Donc là, les clients sont plutôt en serviciel. Quand vous devez sortir un peu plus de 30 millions de mots, bon, ben là, on est plutôt sur des modes projet. Projet à data très complexe, là, c'est quand on va au-delà de toutes les stratégies de données qu'on vous a montrées. Alors dans ce cas-là, on est aussi souvent en mode projet. Et pour du média, quand on est sur du multi-campagne, on a aussi des clients multilangues, multi-pays qui préfèrent être plutôt en mode projet plutôt que d'utiliser l'interface et ce que vous avez vu. Je voulais simplement vous dire que voilà, l'interface et ces petits cas-là, c'est des cas très simples. On sait faire des choses qui sont beaucoup plus avancées que ce que vous avez vu là. Une petite slide qu'on montre quand même de temps en temps, et ça c'est vraiment un screenshot réel. Vous voyez, un Crémis a généré 742 contenus pour à peu près 500 000 mots. C'est le cas d'un client qui fait, je crois, 750 produits. Donc encore une fois, elle a simplement fait un projet, pris son brief, envoyé les 740 produits qui étaient arrivés dans le catalogue, generate, et elle a pris un demi-million de mots. C'est comme ça que ça se passe. D'accord ? On a énormément de marques qui nous rejoignent là-dessus avec une grosse traction sur ce module d'automatisation.
Et donc, on arrive à la fin de cet atelier. On espère que ça vous aura plu. On essaye de faire toujours un petit peu de théorie appliquée et ensuite vraiment de la mise en application. Voilà, Johan l'a dit, on est en E109, un petit peu là à droite, pas très loin. Je vous remercie pour votre présence, pour être ici et nous accorder ce temps. Un dernier petit mot de la fin, c'est toujours, n'oubliez pas, il n'y a pas d'IA facile, contrairement à ce qu'on peut peut-être vous vendre. L'IA, c'est très compliqué, mais quand c'est bien fait, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc voilà, merci à vous tous et j'espère vous voir très bientôt. Merci, au revoir.